Donc Christophe, vous avez travaillé 12 ans chez Michelin dans le domaine de la rationalisation des coûts. Et puis vous êtes attaqué à la problématique du coût du stockage, parce que pour vous c'est un frein vraiment important au développement massif des énergies renouvelables intermittentes, et vous avez inventé et breveté plusieurs procédés permettant de stocker l'énergie pour un coût environ 10 fois inférieur à celui des batteries actuelles. Voilà. Vous êtes diplômé de l'Université de Liège et de l'Agro Paris-Tech. C'est ça. Je vous laisse prendre la parole alors. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Moi, je vais vous parler d'un sujet qui est ma passion. Et donc, je suis ravi d'avoir des gens qui s'intéressent à l'énergie pour en parler. Je vais vous présenter une solution de stockage d'énergie qui est assez facile à mettre en œuvre, qui peut être fabriquée en assemblant des composants qui sont standards, qui sont déjà industrialisés pour d'autres applications, et qui permettrait théoriquement, on peut le vérifier par calcul, de réduire d'un facteur 10 le coût de stockage d'énergie par rapport aux batteries actuelles. Alors habituellement, quand je dis ça, on regarde d'un air un peu dubitatif, on se dit mais il y a probablement une petite erreur quelque part, parce que on parle de stockage d'énergie, donc il y a un enjeu qui est énorme pour déverrouiller et accélérer la transition énergétique. Donc si c'est en plus de ça, c'était si simple, ça se saurait. Donc je vais essayer pendant 20 minutes de vous montrer, de vous convaincre sur les hypothèses. Donc, d'abord le principe. Le principe est très simple. On va stocker de l'énergie sous forme d'énergie potentielle, de gravité. Donc pour ça, on va utiliser, on va aller en mer, parce qu'en mer, on a des dénivelés qui sont très importants entre la surface et le fond de la mer, à peu près 4000 mètres de profondeur en moyenne. Et on va utiliser un treuil qu'on va poser sur une barge et qui va remonter des masses en béton, par exemple, tout matériau plus lourd que l'eau, depuis le fond de la mer jusqu'à la surface. Et à chaque fois qu'on va remonter ces masses, on va les accrocher à un petit flotteur situé au-dessus. Donc ce treuil électrique, il va être connecté au réseau électrique, et quand il y a un surplus d'électricité, quand il y a beaucoup de vent ou beaucoup de soleil, il va permettre de remonter donc, les masses une à une et de transformer l'électricité en énergie potentielle. Puis après, quand il n'y a plus de vent ou plus de soleil, on va pouvoir réinjecter de l'électricité sur le réseau, le système va fonctionner en sens inverse, et les masses vont redescendre une à une, et donc le treuil va fonctionner en mode générateur électrique, un peu comme dit l'amour. Voilà pour le principe. Alors maintenant, les coûts. Pour ça, on va revenir sur ce qui existe aujourd'hui pour stocker de l'énergie. On va stocker l'énergie dans des batteries. Donc on va vouloir acheter des batteries, on va commander 25 batteries chez Tesla. Il va les livrer dans 2 conteneurs, et ces batteries, elles vont permettre de stocker 325 kWh, 25 x 13 kWh par batterie, et elles vont coûter 25 x 5 000 euros, 125 000 euros. Donc on tombe sur 385 euros par kWh. Ça, ce sont les coûts actuels des batteries. Donc ça, j'étais sur le site de Tesla hier, c'est les coûts qu'on a aujourd'hui. Les coûts qui étaient présentés tout à l'heure, ce sont des coûts sans tous les équipements supplémentaires qu'il faut ajouter quand on veut faire du stockage de masse. Donc on arrive bien à 400 euros par kilowattheure. Alors comme les batteries, ça coûte très cher et qu'en plus c'est polluant, il y a du cobalt notamment, on va enlever les batteries, on enlève les batteries et on va juste garder des conteneurs. On va prendre des conteneurs vides, d'accord ? Alors, le premier conteneur, on va le remplir avec des cailloux, avec des déchets de chantier, ça coûte presque rien. Et dans 30 mètres cubes, on peut mettre 60 tonnes à peu près. Ce qui fait que ce conteneur, si on le suspend à des câbles et qu'on l'immerge dans l'eau, il va avoir 30 tonnes de poids relatif, quand on enlève la poussée d'Archimède. Et puis le deuxième conteneur, on va l'utiliser comme flotteur. On a vu qu'il y avait des flotteurs dans le système que j'ai présenté.
Alors, un conteneur n'est absolument pas fait pour être utilisé comme flotteur, mais on peut montrer qu'il répondrait au cahier des charges, sauf qu'il serait beaucoup plus cher que si on construisait un ballast conventionnel. Enfin, j'ai le souci de vous faire une démonstration théorique en utilisant des composants qui sont standards et maritimes. C'est pour ça que j'ai pris un conteneur comme capacité de flottaison. Alors combien ça coûte? Un conteneur maritime de 20 pieds, c'est 2000 €. Multiplié par 2, on arrive à 4000 €. Et on peut démontrer avec la formule énergie potentielle qu'on a appris au collège ou au lycée que ça va permettre de stocker 325 kWh, 327 exactement, sur 4000 mètres de dénivelé, 30 tonnes. Donc c'est pas anodin, j'ai pris 25 batteries parce que ça correspondait à la même quantité d'énergie. En revanche, on voit qu'on a un coût d'investissement qui est 30 fois plus faible. Et on a les principaux composants du système, à savoir les masses et les flotteurs qui sont associés. Alors bien sûr, il y a d'autres composants qu'il faut ajouter. Il faut un système de levage qui soit connecté au réseau électrique. Alors on peut mettre tout simplement un treuil ou un système d'ascenseur avec une poulie de renvoi posée sur une barge. Et on peut également avoir une version totalement sous-marine avec un support de levage qui est sous-marin et qui est ancré au fond de la mer avec des câbles d'ancrage. De la même manière, la partie bleue que je vous ai présentée, donc les flotteurs et les masses, on peut également les mettre en permanence sous l'eau. Pour ça, on peut avoir une plateforme d'accrochage qui va être totalement sous-marine, ancrée avec des câbles d'ancrage, et on va, de manière à avoir des câbles d'ancrage pas trop épais et pas trop coûteux, on va ajuster en permanence le pouvoir flottant de la plateforme en fonction du nombre de masses qu'on va y accrocher, avec un petit compresseur qui va consommer à peu près 1 à 2% de l'énergie totale accumulable. Ça peut se vérifier assez facilement. On est à peu près 40 mètres sous la surface pour une profondeur de 4000 mètres. Donc quand on combine tout ça, on va prendre les deux variantes sous-marines, on les assemble, et donc on a la partie verte qui est de la puissance de stockage, et la partie bleue qui est la capacité de stockage en kilowattheure. Et les deux composants peuvent être dimensionnés de manière tout à fait indépendante, ce qui offre beaucoup de flexibilité pour s'adapter au cahier des charges du client. Alors, on peut aussi avoir un système qui est en surface. À ce moment-là, il faut utiliser ce que les pétroliers utilisent, ce sont des compensateurs de houle. Mais j'ai préféré présenter une solution beaucoup plus simple, tout à fait immergée, parce que même dans ce cas-là, on a des coûts qui sont très avantageux, et on peut se conforter davantage dans la faisabilité technique avec quelque chose qui est 40 mètres sous la surface, c'est-à-dire dans un environnement qui est stable en permanence, y compris quand il y a des tempêtes exceptionnelles. Voilà, donc en bleu, on retrouve donc les 12 € par kilowattheure, auxquels on va rajouter des élingues, des crochets pour faciliter les opérations d'accrochage. On arrive à 15 € par kilowattheure. Ça peut être moins cher que ça, puisqu'on a vu que le flotteur, l'exemple que j'ai pris, c'est un conteneur, c'est pas du tout optimisé pour être utilisé comme ballast. Et à l'inverse, ça peut être aussi plus cher, parce qu'on peut utiliser des profondeurs qui sont moins intéressantes que 4000 mètres. Donc on va avoir une fourchette de 10 à 40 € par kilowattheure. La partie verte, je ne vais pas aller dans le détail, c'est des composants standards, donc on peut vérifier les hypothèses assez facilement. On va être à peu près à 400 € par kilowatt. Donc là, c'est des euros par kilowatt, c'est plus des euros par kilowattheure. On parle de puissance. On peut les transformer en kilowattheure, et là, ça dépend du temps de stockage qu'on souhaite déployer. Et c'est intéressant parce que ça permet de voir qu'un système de stockage, il faut le dimensionner sur des composants de puissance et sur des composants d'énergie. Donc là, si par exemple on veut du photovoltaïque, on va être plutôt sur une dizaine d'heures ou 15 heures. Donc ça fera 30 à 50 € par kilowattheure. Si on est sur de l'éolien, ça sera plutôt 2-3 jours. Donc 6 à 10 € par kilowattheure. Ce qui fait un total de 16 à 90 €. Donc on est 5 à 25 fois moins cher qu'une batterie. Hors coût du transport d'électricité, parce qu'il faut quand même transporter l'électricité jusqu'à la barge, sur des distances de 20 à 200 km. Alors il y a des exceptions, hein. À Toulon c'est plutôt 15 km, et puis en mer du Nord c'est plusieurs centaines de kilomètres. Mais en gros c'est 20 à 200 km, c'est 80% des situations sur le globe. Voilà, donc en 3 dimensions ça donne ceci, hein. Donc on reconnaît la partie en haut qui est
donc la plateforme de levage, la partie juste en dessous qui est la plateforme d'accrochage, avec des ballasts qu'on va pouvoir remplir d'eau ou d'air en fonction du nombre de masses qui est accroché. En dessous, on a des élingues qui permettent d'accrocher, de décrocher des masses assez facilement, avec une manière que je vais vous présenter par la suite. Et puis en position basse, on a le système qui permet de déposer les masses au fond de l'eau. Là, les mouvements horizontaux peuvent par exemple être gérés avec des treuils horizontaux, mais il y a d'autres façons de faire. Il y a plusieurs variantes qu'on peut imaginer aussi. On peut avoir un système de double palan, comme à droite, ou bien un système d'ascenseur. On peut utiliser des propulseurs, comme ceux qu'on trouve sur les robots sous-marins, pour faciliter les mouvements horizontaux. Pour accrocher et décrocher les masses, on peut utiliser des petites poutrelles en acier avec des crochets. C'est important d'avoir 2 points de saisie sur les masses pour faciliter les opérations, aussi bien quand on accroche ou décroche en hauteur que quand on le pose et reprend sur le fond marin. On peut aussi utiliser des élingues, comme on voit ici, des élingues en acier par exemple, ou bien des élingues en matériaux synthétiques avec des petits flotteurs pour qu'elles puissent se tendre naturellement vers le haut et faciliter les opérations, par exemple avec des robots sous-marins conventionnels. Donc là on voit une fourche fixe, hein, pas articulée, fixe, c'est plus simple, et donc je n'ai pas de vidéo pour présenter le fonctionnement, mais on imagine bien qu'on peut, de façon relativement aisée, faire des opérations d'accrochage et de décrochage de cette façon-là. Voilà, donc là, une variante avec une plateforme qui est en surface. Il n'y a pas de limite de puissance. Hein. On peut faire des milliers de tonnes si on le souhaite. Il suffit de multiplier les nombres de câbles et les nombres de poulies. Voilà, pour vous donner quelques ordres de grandeur, là, vous avez un porte-conteneur de 200 000 tonnes. À côté, vous avez une barge de levage de 500 MW. Et là, un volume qui est 20 fois plus faible. Le porte-conteneur, ça coûte 150 millions d'euros. 500 MW pour 12 heures de capacité de stockage, ça fait 6 GWh. Donc c'est parmi les plus grosses stations de transfert d'énergie par pompage, 6 GWh. C'est plusieurs milliards d'euros d'investissement. Donc 20 fois moins que 150 millions versus plusieurs milliards d'investissements. Alors c'est que le composant support flottant du treuil, mais enfin ça donne quand même un ordre d'idée de la rupture sur les coûts pour cette partie-là. Alors des grues de très grande capacité, c'est justement dans le milieu maritime qu'on les trouve. Ça va jusqu'à plus de 4000 tonnes, avec des vitesses qui permettent d'avoir une efficacité de 80%, donc pas trop de pertes par frottement hydrodynamique. Ça correspondrait à des puissances de 200 MW. Mais on peut aller au-delà, hein. On pourrait faire 10 000 tonnes avec 500 MW. Donc il suffit de multiplier des poulies de taille standard, hein, c'est à peu près des poulies téléphériques. Donc 500 MW, c'est une centrale à gaz et cycle combiné. Voilà, donc coût d'investissement 10 à 50 fois plus faible qu'une batterie, durée de vie 2 à 4 fois plus important, donc au total 10 à 50 fois moins cher qu'une batterie dans la durée. Alors après, il y a quand même d'autres coûts à prendre en compte, de la maintenance, des opérations, et comme je vous le disais, le transport sous-marin. Donc sur ces aspects-là, il faut ajouter entre 10 à 80% selon la distance, les effets d'échelle qu'on peut avoir sur les coûts d'opération et de maintenance, etc. Donc encore une fois, c'est des hypothèses qui sont plutôt prudentes. Par exemple, pour les maintenances, j'ai pris des hypothèses qu'on rencontre dans le monde de la construction navale, alors que le système, c'est un système qui sera immergé en permanence, donc qui sera beaucoup moins affecté par le phénomène de corrosion. Alors quelques exemples. Si on voulait déployer ce système de manière massive en France, on pourrait viser un mix 100% renouvelable, pour un coût total transport, production, stockage de environ 100 € par mégawattheure, 10 centimes d'euros par kilowattheure, ce qui est quand même assez intéressant. Donc il y aurait 5% de ce qui existe aujourd'hui, et beaucoup d'éoliennes et un peu de solaire. Alors on pourrait aussi envisager des choses type Desertec, hein, produire de l'énergie là où il y a beaucoup de soleil, en Afrique du Nord, et puis la transporter en France, sachant qu'on voit qu'il y a des synergies avec le coût de transport d'électricité sous-marin. Et donc ça donne ceci. Donc à gauche, on a le scénario 100% France. Donc on a une part des coûts importantes, c'est de l'éolien et du solaire. On a également
en gris ce que j'appelle de la surproduction. Donc là, on va accepter de surdimensionner les éoliennes et les panneaux photovoltaïques pour résoudre le problème de la saisonnalité. C'est beaucoup moins cher que de faire du stockage saisonnier. Et puis en bleu, on a le stockage proprement dit. Alors, au-delà du côté sympathique de faire, d'interconnecter les régions entre elles, les pays entre eux, ça permet aussi d'illustrer, ces simulations, elles illustrent que selon le mix énergétique, plutôt éolien ou plutôt solaire, le système de stockage ne va pas être dimensionné de la même manière. Si on a plutôt beaucoup d'éoliennes, on va avoir besoin de beaucoup de masse, stocker d'énergie pendant des périodes plutôt longues. Par contre, pas beaucoup de treuil et de puissance de levage. Donc c'est ce qui est en bleu plus foncé. Alors que si c'est du photovoltaïque, c'est l'inverse. On va plutôt avoir besoin de capacité de stockage de 10, 20 heures maximum. 17 c'est déjà beaucoup, c'est vraiment pour la partie hivernale. Par contre, des puissances de stockage beaucoup plus importantes, hein, entre le delta entre la puissance crête du parc photovoltaïque et le creux de consommation du consommateur. Donc ça, c'est des simulations qui ont été faites avec les hypothèses de consommation qu'on rencontre aujourd'hui. C'est-à-dire des pics de consommation en hiver le soir, des creux de consommation. Donc il n'y a aucune hypothèse sur encourager le consommateur à consommer de manière moins intermittente. C'est vraiment en prenant les courbes RTE production éolienne et RTE consommation que je suis arrivé à ces chiffres. Donc derrière, c'est un coût actualisé, donc il y a un taux d'actualisation de 4%. Voilà. Alors, il me reste 3 minutes. Quand je présente cette solution, on m'adresse énormément de questions. La liste qui est là n'est absolument pas exhaustive, mais en gros, donc le rendement 80%, mais on peut l'adapter, c'est-à-dire qu'on peut augmenter le rendement avec des vitesses plus lentes. Si en échange, on accepte un investissement plus élevé au niveau du treuil. Donc il y a un compromis à trouver au cas par cas. Donc la poussée d'Archimède a été prise en compte, la corrosion, etc. Donc, quand on transporte en sous-marin, il faut transformer le courant alternatif en continu et vice-versa. Donc il y a des coûts également à prendre en compte à ce niveau-là, qui ont été pris en compte. Les hypothèses économiques sur les câbles, c'est des câbles en acier très filé. C'est un composant assez important du système, que ce soit pour le levage ou l'ancrage. Au niveau des impacts écologiques, bon, il y a de l'énergie grise, hein, comme n'importe quel système qu'on fabrique, il faut dépenser de l'énergie pour le fabriquer. Enfin, ça reste faible, tout simplement parce que le coût économique est faible. On parle d'acier, on parle d'un composant qui est, d'un élément qui est recyclable à l'infini, un peu de cuivre aussi, un peu de béton ou de gravat, des déchets de chantier, donc un coût économique, énergétique qui est tout à fait faible en comparaison de ce que ça permet de produire et de stocker. Un petit impact sur la faune marine qu'on peut imaginer, mais on parle de surface très faible, puisque tout est en verticalité, et en plus en haute mer, donc pas plus qu'une centrale électrique conventionnelle. Alors c'est pas franchement l'argument qu'on avance quand on veut s'intéresser à l'impact écologique d'une centrale électrique. C'est pas la surface occupée par la centrale qui pose problème en général. Voilà. Il me reste 1 minute 30 pour parler d'un système de stockage peu coûteux, qui peut être intéressant quand on est très éloigné des zones maritimes. Vous connaissez le pompage-turbinage conventionnel, il faut utiliser des dénivelés existants, on ne trouve pas partout. Et puis on a des coûts qui sont voués à augmenter puisque les situations topographiques sont forcément de moins en moins avantageuses. Alors on peut contourner ces deux problèmes économiques et de massification en développant du pompage-turbinage sur terrain plat. Donc là, on va excaver de la roche, et avec ça, on va ériger un barrage circulaire, et on va créer 2 réservoirs qui ne sont pas à la même altitude, pas à la même distance. Alors si on regarde ce que ça coûte pour 50 mètres de profondeur, c'est très très coûteux, mais il y a un phénomène d'économie d'échelle, puisque si on augmente les volumes, on va augmenter les coûts, on va augmenter le volume d'eau stocké, mais on va aussi augmenter le dénivelé moyen. Donc on a un gros phénomène d'économie d'échelle. Et pour des dimensions de ce type-là, donc 50 gigawattheures, 4 gigawatts, on tombe à 200 € par kilowattheure.
Donc c'est moins cher qu'une batterie, et surtout massifiable, avec une très très longue durée de vie, quoi. Voilà. Bon, je voudrais bien vous parler de la surproduction, parce que ça c'est un sujet qui est vraiment intéressant, mais il ne reste plus que quelques secondes, donc on va peut-être en parler lors des questions-réponses, ou après, si vous voulez. Merci. Merci Christophe. Y a-t-il des questions? Merci de vous présenter avant de formuler votre question. Ah, c'est pas de question, vous allez pouvoir poursuivre, vous allez pouvoir raconter sur la surproduction. Oui. Ah, une question. Bonjour. Je ne pense pas que ça peut exister un tel système, donc merci pour votre présentation. Je m'appelle Antoine Demuison de EDF R&D. Et je me demandais simplement quel était le potentiel estimé en France pour un tel système. Oui, donc on a, donc pour la simulation que j'ai faite pour avoir un mix 100% électrique en France, il faudrait 112 gigawatts de barge, donc de puissance de levage, et 3 TWh de capacité de stockage, ce qui correspond à peu près à 55 heures de consommation. 3 TWh, 3000 gigawattheures. Ça paraît beaucoup comme ça, mais avec un système qui est peu coûteux, on tombe sur 2 à 3 centimes d'euros par kilowattheure en coût actualisé. On a les SAS en France, sur les côtes françaises, Ah oui, non, là, il n'y a aucun souci, c'est illimité en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez stocker 6 gigawattheures par exemple, donc l'équivalent d'une grande station de pompage turbinage, vous allez occuper la surface de la taille d'un terrain de foot. Et les zones profondes qui sont à moins de 150 km des côtes, il y en a une quantité. C'est tout à fait illimité, il n'y a pas de limite de ce point de vue-là. La limitation, elle va plutôt venir du côté des éoliennes. Si on veut massifier, mettre des éoliennes partout, pour produire, mettre 300 gigawatts, 200 ou 300 gigawatts crête d'éoliennes, ça va occuper 4% du territoire. Donc ça génère des problématiques d'acceptation. Mais c'est plutôt au niveau de la production qu'au niveau du stockage lui-même, quoi. Une autre question? Oui, je ne suis pas sûr d'avoir compris si vous avez bien. Est-ce que bien... vous voulez bien oui, vous pardon, présenter Jacques à la Paulet, Man Energy Solution. Merci pour votre présentation. Est-ce que. Moi j'ai en tête que le coût de raccordement des éoliennes offshore est une part non négligeable de ces champs. Donc là, on est en train de parler de système de stockage en mer, entre 20 et 200 km des côtes. Donc le coût du raccordement puissance, cap de puissance de ces systèmes de stockage est non négligeable. Est-ce qu'il est bien pris en compte ou pas? Oui, donc je l'ai pris en compte. Il y a un effet d'échelle aussi à prendre en compte. Donc j'ai deux grands chiffres. Soit vous avez des puissances plutôt faibles, et là j'ai utilisé les valeurs qui m'ont été données par l'NCOE. Donc on est à 90 000 euros par kilomètre en coût d'installation, plus 3 000 euros par kilomètre par mégawatt pour le câble. Mais si on applique ces hypothèses-là à des projets de type Nordnet qui débitent des grosses puissances, 700 mégawatts, on tombe sur une évaluation qui est 3 fois plus élevée que la réalité. Donc là, on va plutôt être sur 1 000 euros par mégawatt par kilomètre en coût d'investissement. Et après, il faut rajouter la partie transfo, convertisseur continu, alternatif. Donc on est sur des coûts qui sont assez importants, presque aussi élevés que le câble. Voilà, donc c'est ces coûts-là qui ont été pris en compte dans le calcul du taux d'actualisation. Et selon la distance, les effets d'échelle, on est donc sur plus 5 à 50% du coût d'investissement de l'ensemble du système de stockage. Une autre question? Bonjour, Laurent Courtois de Norske Stock. Je suis désolé, j'ai pas vu le début de votre présentation. Juste une question, vous adressez vos produits à qui? Puisqu'en fait, hormis des appels d'offres étatiques, je ne vois pas qui pourrait investir aujourd'hui dans vos solutions, vu les montants en jeu. Est-ce que c'est bien ce type de financement que vous cherchez ou autre? Alors, moi je cherche avant tout un partenaire industriel qui a une taille suffisante pour accompagner ce type de solution. Tout simplement parce que, vous l'avez compris, on parle d'unités qui sont assez importantes, il y a des effets d'échelle, et donc en dessous de, on va dire, 20 MW,
c'est compliqué d'arriver à quelque chose qui est intéressant économiquement. Donc 20 MW, c'est des dizaines de millions d'euros d'investissement par unité. Et on ne peut pas faire du crowdfunding pour demander 50 millions d'euros. Donc oui, c'est assez compliqué de trouver des financements pour ça. Il y a un deuxième aspect qui fait que c'est un peu compliqué, et on pourra en discuter tout à l'heure avec la surproduction si vous le souhaitez, c'est que tant qu'on n'a pas une part suffisamment importante d'énergie renouvelable dans le réseau électrique, d'énergie intermittente, au moins 50%, c'est moins cher de faire de la surproduction que de faire du stockage, même avec des systèmes de stockage extrêmement peu coûteux. Et donc l'intérêt économique de développer rapidement ce type de solution, ça sera plutôt dans des zones insulaires où l'électricité est chère et où on peut rapidement passer à un pourcentage très élevé d'énergie renouvelable. C'est beaucoup moins vrai dans les grands grids, quoi. Donc si qu'il y a quelqu'un d'EDF, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à discuter. Donc, voilà. Ok, une dernière question. En plus de 3 minutes. Sinon, je vous laisse nous parler de la surproduction. Ok, 3 minutes. Ah, c'est parfait, c'est le slide qu'il faut. Pour illustrer ça, on a ici, en bleu, c'est 1 mois de consommation d'électricité en France. Alors c'est en automne ou au printemps, donc c'est une consommation qui n'est pas aussi élevée qu'en hiver, pas aussi faible qu'en été, mais ça permet de voir qu'on a des pics, hein, c'est des petites vagues, une par jour, pic de consommation et creux de consommation. Et en dessous, on a la production éolienne, au même moment. On voit qu'elle est très intermittente, et surtout, on voit qu'elle ne pèse que 5%. 5%, c'est donc c'est la part actuelle qui est donc très faible. Si on multipliait ça par 5, on aurait 25% seulement, et on voit qu'on serait déjà dans une situation où parfois on a des pics de consommation qui seraient supérieurs au creux de consommation. Et donc au-delà de ça, on peut perdre de l'énergie. Mais on va voir que c'est pas si grave de perdre de l'énergie. Si on augmente encore, on va doubler, même davantage que doubler, on va passer de 25 à 55, on ne perd que 5% d'énergie, et on a déjà 50% d'énergie, du mix qui est servi avec des énergies renouvelables intermittentes. Avec un surcoût de 5%, sur une technologie éolienne qui est à 60 €, donc à 66 €, ça va quoi. On continue. Maintenant, on va mettre suffisamment d'éoliennes pour produire autant d'énergie qu'on en consomme. Alors évidemment, les courbes ne vont pas coïncider, et on va quand même perdre de l'énergie, 30%. On est à 70%. Là, on a 1,4 fois le coût. Donc on reste sur quelque chose qui est correct, et on est à 70% d'énergie éolienne, plus un peu d'hydroélectrique. Voilà. On continue. Là, on va mettre tellement d'éoliennes que la moitié de ce qui sera la moitié sera perdue, l'autre moitié consommée. On arrive à 85%. Alors, la courbe bleue, c'est la courbe d'un seul mois, mais les chiffres, j'ai pris un seul mois parce que c'est plus visible sur un mois. Si j'avais fait sur une année complète, ça ne serait pas très visible. Mais les chiffres, ils ont bien été calculés sur une année complète. Donc ça prend en compte la saisonnalité des éoliennes et la saisonnalité de la consommation. Donc on peut arriver à 80, c'est très facile à vérifier. Vous allez sur RTE, vous chargez des fichiers à maille horaire, donc 1760 lignes de production et de consommation, on tombe sur ces valeurs-là. 2 colonnes sur Excel, 2-3 formules, et en 15 minutes, c'est vérifié. Voilà, donc la partie perdue en jaune, la partie éolienne consommée en vert, et ce qui reste à produire autrement qu'avec des éoliennes en bleu. Donc si on regarde en coût, on commence à 60 €. Au-delà de 25%, on a un surcoût. Au début, c'est très faible. 85%, on est à 120 €. 85% d'éoliennes. Donc après, il faut rajouter 10% d'éclusé l'hydroélectrique pilotable, plus 5% de biomasse, on est quasi à 100%. Voilà, donc pour ça je dis que c'est un argument écologiste facile, c'est très facile à vérifier. Il n'y a pas d'incertitude technologique, on prend des choses qui existent déjà, dont les coûts sont connus, maîtrisés, etc.
Par contre, il y a un petit renforcement du réseau électrique quand même. Mais bon, je pense que ça mérite d'être analysé plus en détail. Voilà, donc là, je vais du travail. Alors typiquement, dans le scénario que je vous ai présenté il y a 20 secondes, je parlais de surproduction. Donc si vous avez une base de consommation de 100, ça fait 500 TWh consommés annuellement, 5 viennent de l'hydraulique, 95 de l'éolien, et sur ce qui est consommé venant de l'éolien, il faut produire 125. Ça, c'est les pertes liées à la surproduction. Il n'y a que cette partie-là qui passe par la phase de stockage, dont 20% est perdu à cause du stockage. Donc finalement, pour de l'éolien, en tout cas, c'est moins vrai avec le photovoltaïque, mais pour de l'éolien, le coût des pertes d'énergie liées au stockage sont finalement très faibles, puisque ça ne s'applique que sur une part faible de l'énergie totale qui est produite. Là, on a la même chose pour du solaire. On voit que la part qui passe par une phase de stockage est beaucoup plus importante, alors même que la capacité de stockage est plus faible. Dans ce cas-là, on a beaucoup de surproduction parce qu'il y a la saisonnalité. Je crois que j'ai dépassé 40 secondes. Merci Christophe encore pour cette présentation. Nous allons donc passer à l'intervention suivante, toujours sur le stockage, mais là nous allons aborder un nouveau concept de tour de stockage et j'appelle à la